Et si je vous disais que le secret pour bâtir une richesse durable en bourse consiste à ne rien faire? Et si le chemin vers la réussite financière ne passait ni par la prochaine action à la mode, ni par le timing parfait du marché, ni par les conseils hors de prix des gourous de Wall Street? Et si la meilleure stratégie consistait simplement à acheter une part de chaque entreprise américaine, puis à la conserver patiemment toute votre vie? Cela semble trop simple, presque insultant de simplicité. Dans un monde qui glorifie la complexité, la vitesse et le mythe du génie capable de choisir les meilleures actions, une stratégie de ne rien faire paraît paresseuse, primitive et ennuyeuse. Et pourtant, que se passerait-il si cette stratégie simple et ennuyeuse était mathématiquement vouée à surpasser la majorité des gestionnaires professionnels, des experts financiers et même votre voisin qui spécule sur des actions mêmes? Un homme n'y a pas seulement cru, il a consacré toute sa vie à le prouver. Hérétique, révolutionnaire et combattant, il a défié l'establishment de Wall Street non pas avec des algorithmes complexes, mais avec une vérité simple et incontestable. Et ce faisant, il a permis aux investisseurs américains d'économiser des milliers de milliards de dollars. Bienvenue sur Capitura. Aujourd'hui, nous n'apprenons pas à battre le marché. Nous apprenons à acheter le marché. Nous embarquons pour un voyage en format livre audio à travers le manifeste ultime de l'investissement passif, fondé sur une arithmétique irréfutable et un bon sens profond. The Little Book of Common Sense Investing de John C. Bogle. Ce n'est pas un simple résumé. C'est une révélation du jeu du perdant que jouent la plupart des investisseurs et un guide clair pour jouer le jeu du gagnant. Restez avec nous, car la vérité simple contenue dans ces pages peut transformer votre avenir financier. Introduction. Les règles implacables de l'arithmétique humble. John C. Bogle, surnommé affectueusement Jacques, n'était pas un dirigeant de Wall Street comme les autres. Il était le fondateur du Vanguard Group et la conscience morale de toute l'industrie financière. Sa carrière fut une mission, une croisade en faveur de l'investisseur individuel contre un système financier coûteux et puissant qui, selon lui, siphonnait la richesse des gens ordinaires. Son idée révolutionnaire est née en 1951, dans sa thèse à l'université de Princeton. En étudiant l'industrie des fonds, il arriva à une conclusion simple mais dérangeante. Les gestionnaires actifs, collectivement, ne peuvent pas battre le marché. Pourquoi? Parce qu'ensemble, ils sont le marché. Avant les frais, le rendement global est égal à celui du marché. Après frais, commissions et coûts de transaction, le rendement net doit nécessairement être inférieur selon les règles implacables de l'arithmétique. De cette vérité est née une révolution. Si battre le marché est un jeu perdant, pourquoi y participer? Pourquoi ne pas créer un fonds qui se contente d'acheter et de conserver l'ensemble du marché, à très faible coût? En 1976, Bogle transforma cette idée en réalité en lançant le First Index Investment Trust, le premier fonds indiciel pour particuliers. Moqué par Wall Street, qualifié de folie de Bogle et même des anti-américains, ce concept est aujourd'hui la pierre angulaire de la gestion moderne, représentant des milliers de milliards de dollars. Pourquoi ce message de 2007 reste-t-il si pertinent aujourd'hui? Parce que le jeu du perdant est devenu plus rapide, plus séduisant et plus dangereux que jamais. La culture Robin Hood et la folie des actions même incarnent parfaitement la spéculation contre laquelle Bogle mettait en garde. La bulle des crypto-monnaies illustre la même dérive, une spéculation sans flux de trésorerie ni dividendes. Pour le mouvement FIRE, Bogle est une figure fondatrice. Son livre en est le manuel. The Little Book of Common Sense Investing est le message final de Bogle au monde. Il montre que la richesse ne se construit pas en cherchant une aiguille dans une botte de foin, mais en achetant toute la botte de foin. Ce qui suit est plus qu'un résumé. C'est une leçon sur l'arithmétique simple et imbattable du succès. Chapitre 1. Une parabole. John Bogle ouvre son livre non pas avec des chiffres, mais avec une histoire simple. La parabole de la famille Gotrok. Elle est le cœur de toute sa pensée. Imaginez une famille qui possède collectivement toutes les actions des entreprises américaines. Chaque année, les profits générés reviennent intégralement à cette famille. Leur richesse grandit avec l'économie. Mais certains membres pensent pouvoir faire mieux que les autres. Ils engagent des gestionnaires, des courtiers, des conseillers. Ils échangent des actions entre eux. Résultat, avant frais, la famille obtient le rendement du marché. Après frais, commission et conseil, elle obtient moins. Les seuls gagnants, certains, sont les intermédiaires. Cette parabole décrit parfaitement l'investissement actif moderne, un jeu perdant pour l'investisseur moyen. La solution de Bogle est simple: sortir du jeu, accepter le rendement du marché via un fonds indiciel à bas coût et garder les profits pour soi. Chapitre 2. L'exubérance rationnelle. Après avoir exposé le jeu du perdant, Bogle explique ce qui génère réellement les rendements boursiers à long terme.
Il ramène l'investisseur au fondement réel de la création de richesse. Rendement total égal dividende plus croissance des bénéfices plus ou moins variation du pair. Les dividendes et la croissance sont des rendements fondamentaux. La variation des valorisations est émotionnelle et spéculative. Sur le long terme, cette dernière s'annule. Le message est simple, posséder l'économie réelle est plus puissant que tenter de prévoir l'humeur du marché. Ce chapitre est un vaccin contre les bulles modernes des dot-com aux crypto-monnaies. Chapitre 3. Les règles implacables de l'arithmétique modeste. Dans ce chapitre, Bogle expose le cœur mathématique de son argument contre la gestion active. Il présente sa théorie selon laquelle les coûts comptent. Avant frais, le rendement global des investisseurs est égal à celui du marché. Après frais, ce jeu devient perdant. Il distingue 3 catégories de coûts. Frais de gestion. Un simple 1% peut réduire drastiquement la richesse finale sur plusieurs décennies. Frais de transaction. Le trading d'actifs entraîne commission et spread. Fiscalité. La rotation élevée génère des impôts constants, contrairement aux fonds indiciels. Les fonds actifs commencent avec un handicap structurel de 2 à 3% par an. Les données historiques montrent que très peu réussissent à le surmonter. La conclusion est implacable, réduire les coûts est le seul avantage certain de l'investisseur. Chapitre 4. La grande illusion. Dans ce chapitre, Bogle démontre l'outil marketing numéro 1 de la gestion active, la performance passée. Il appelle cette obsession la grande illusion. Un fonds affiche une excellente année. Il reçoit 5 étoiles. Les investisseurs concluent que le gérant est brillant et qu'il reproduira ce succès. Ils affluent juste avant que la performance ne s'inverse. Les données sont sans appel. La performance passée ne prédit pas la performance future. C'est la réversion vers la moyenne. Les périodes exceptionnelles sont souvent suivies de fortes contre-performances. Pourquoi cette illusion persiste-t-elle? Parce qu'elle vend. La mise en garde figure en bas de page, mais la performance passée fait la une. Le conseil de Bogle est simple, ignorez la performance passée. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler, les coûts et la diversification. Les fonds indiciels gagnent sur la durée. Enseignement moderne. ARKK est l'exemple parfait. Après une ascension fulgurante, la chute fut tout aussi spectaculaire. Conclusion. Ne courez jamais après la performance. C'est un chant de sirène. Chapitre 5. Le graphique révélateur. Bogle présente un graphique simple mais implacable comparant le S&P 500 aux fonds actifs moyens. La ligne des fonds actifs reste toujours en dessous. Cette différence constante représente les coûts. Sur plusieurs décennies, cette petite différence détruit une immense quantité de richesse. Le biais de survie rend même ces résultats trop optimistes. Enseignement moderne. Les rapports Spiva montrent qu'environ 90% des gestionnaires actifs sous-performent à long terme. Croyez les données, pas le récit marketing. Chapitre 6. La seule chose à faire est de posséder tout le marché. La solution de Bogle est l'indice total. Un fonds indiciel détient toutes les actions, à très faible coût, avec une diversification maximale. Avantages. Rendement du marché. Coût minime. Efficacité fiscale. Ne cherchez pas l'aiguille. Achetez toute la botte de foin. Chapitre 7. La grande tromperie. Bogle s'attaque ici à une autre illusion entretenue par l'industrie, les styles d'investissement et la fausse impression de choix. La grille Morningstar classe les fonds par taille et par style, créant une multitude de fonds spécialisés. Le discours commercial suggère qu'il suffit de choisir le bon style au bon moment. Bogle démontre que cette rotation des styles est aléatoire et imprévisible. C'est une autre forme de chasse à la performance. Pire encore, de nombreux fonds pratiquent le style drift, changeant de stratégie sans prévenir. La solution est d'une simplicité radicale. Posséder l'ensemble du marché. Un fonds indiciel global garantit l'exposition à tous les styles, en permanence. Enseignement moderne. Les ETF thématiques sont l'ultime incarnation de cette tromperie. Ils arrivent au sommet de la mode et s'effondrent ensuite. La sagesse de Bogle est claire. Cessez de chercher le thème gagnant. Posséder tout le marché. Chapitre 8. Quand l'arithmétique implacable rencontre l'humeur changeante du marché. Bogle rassemble ici ces deux piliers, la puissance mathématique des faibles coûts et l'imprévisibilité des marchés. L'indexation est gagnante, mais elle exige patience et discipline. Rendement égal dividende plus croissance des bénéfices plus ou moins variation des valorisations. À court terme, l'émotion domine. À long terme, les fondamentaux reprennent toujours le dessus. Les cycles des décennies passées le prouvent. Période d'euphorie suivie de corrections sévères. Le message est simple, ignorez l'humeur du marché. Possédez le marché, réduisez les coûts et restez sur la voie. Enseignement moderne.
Les investisseurs post-2020 ont appris cette leçon à la dure. La vision long terme est la seule qui compte. Chapitre 9. Sélectionner les gagnants à long terme. Bogle répond ici à une question fréquente. Et si je pouvais identifier à l'avance les rares fonds gagnants? Sa réponse est sans appel. C'est aussi un jeu perdant. Les données montrent que la persistance de la performance est quasi inexistante. Les gagnants changent sans cesse. La réversion vers la moyenne finit toujours par s'imposer. Le succès entraîne aussi un problème majeur, l'afflux massif de capitaux qui rend la surperformance de plus en plus difficile. Conclusion de Bogle, chercher des fonds gagnants, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin en feu. La sagesse consiste à acheter toute la botte de foin. Enseignement moderne. ARKK illustre parfaitement cette dynamique. Même Warren Buffett recommande l'indexation pour ses héritiers. Ce chapitre est une leçon d'humilité. Chapitre 10. Fonds obligataires et fonds monétaires. John Bogle rappelle d'emblée une vérité souvent négligée. Les coûts sont encore plus destructeurs dans le monde des obligations que dans celui des actions. Cette affirmation surprend de nombreux investisseurs, car les obligations sont généralement perçues comme des placements prudents, presque techniques, où la gestion active pourrait sembler plus utile. Or, c'est précisément l'inverse. Le rôle fondamental des obligations n'est pas de générer des performances spectaculaires. Leur fonction première est la stabilité. Elles servent à amortir les chocs, à réduire la volatilité globale du portefeuille et à fournir un flux de revenus relativement prévisible. Dans ce contexte, chaque point de frais prélevé par un intermédiaire représente une ponction disproportionnée sur le rendement attendu. Bogle explique que les marchés obligataires sont, par nature, très efficients. Les informations sur les taux d'intérêt, la qualité de crédit et la durée sont rapidement intégrées dans les prix. Il est donc extrêmement difficile pour un gestionnaire actif d'y créer de la valeur après frais. Lorsque les rendements attendus sont modestes, comme c'est souvent le cas pour les obligations, les frais deviennent l'ennemi numéro 1. Les données historiques confirment ce constat. Sur le long terme, les fonds obligataires indiciels à faible coût dominent largement la majorité des fonds obligataires actifs. Ces derniers promettent souvent une meilleure gestion du risque ou une capacité à naviguer dans les cycles de taux. En pratique, ils échouent le plus souvent à compenser leurs coûts supplémentaires. L'année 2022 a illustré cette réalité de manière brutale et pédagogique. La remontée rapide des taux d'intérêt a entraîné des pertes sur l'ensemble du marché obligataire, y compris sur les fonds indiciels. Mais les fonds actifs, souvent plus chers et plus complexes, n'ont pas mieux protégé les investisseurs. Beaucoup ont même fait pire, confirmant une fois de plus l'intuition de Bogle. Dans le monde obligataire, la simplicité et les faibles coûts sont des atouts décisifs. Les fonds monétaires, quant à eux, jouent un rôle encore plus spécifique. Ils ne sont pas conçus pour générer de la performance, mais pour préserver le capital et offrir une liquidité immédiate. Là aussi, Bogle insiste sur la nécessité de minimiser les frais. Un fonds monétaire cher n'a tout simplement aucune justification économique. Chapitre 11. L'essor des ETF. Bogle consacre ensuite un chapitre entier à l'essor spectaculaire des ETF. Il reconnaît sans ambiguïté qu'il s'agit d'une invention brillante. Les ETF ont démocratisé l'accès à des portefeuilles diversifiés, transparents et peu coûteux. Ils ont permis à des millions d'investisseurs d'appliquer, enfin, les principes qu'ils défendaient depuis des décennies. Mais Bogle ajoute immédiatement un avertissement essentiel. Toute invention puissante peut devenir dangereuse entre de mauvaises mains. Le problème fondamental des ETF ne réside pas dans leur structure, mais dans leur négociabilité permanente. Contrairement aux fonds traditionnels, les ETF peuvent être achetés et vendus en temps réel, comme des actions. Cette caractéristique technique, bien que pratique, encourage un comportement que Bogle juge profondément destructeur, le trading excessif. L'investisseur indiscipliné est tenté de réagir à chaque fluctuation, à chaque nouvelle, à chaque tendance de court terme. Il transforme un outil d'investissement à long terme en instrument de spéculation. Or, l'histoire montre que plus un investisseur trade, plus ses résultats tendent à se dégrader. Bogle se montre particulièrement critique à l'égard des ETF thématiques et des ETF à effet de levier. Ces produits sont conçus pour capitaliser sur des modes, des récits et des anticipations à court terme. Ils concentrent les risques, amplifient la volatilité et incitent à une vision spéculative du marché. Pour Bogle, ils n'ont rien à voir avec l'investissement tel qu'il le conçoit. Son message final est limpide. Utilisez les ETF pour investir, pas pour jouer. Un ETF indiciel large et peu coûteux peut être un outil formidable pour bâtir un patrimoine sur le long terme. Utilisé comme un jeton de casino, il devient un piège. Chapitre 12. Quelle est la manière intelligente de construire un portefeuille?
Après avoir posé les bases des instruments à utiliser, obligations, fonds indiciels, ETF, Bogle aborde une question centrale. Comment assembler ces éléments dans un portefeuille cohérent? Ce chapitre constitue un guide simple et rationnel pour bâtir une structure adaptée à l'âge, aux objectifs et à la tolérance au risque de chaque investisseur. Bogle affirme que la décision la plus importante en matière d'investissement n'est pas le choix des titres, mais la répartition entre les grandes classes d'actifs, en particulier entre actions et obligations. Cette décision, appelée allocation d'actifs, détermine en grande partie le profil de risque et de rendement du portefeuille. Les actions sont le moteur de la croissance à long terme. Elles offrent des rendements potentiels élevés, mais au prix d'une volatilité parfois importante. Les obligations, à l'inverse, apportent stabilité, prévisibilité et revenus réguliers, mais avec des rendements attendus plus modestes. Trouver le bon équilibre entre ces deux forces est essentiel. Bogle ne prétend pas qu'il existe une formule universelle parfaite, mais il propose des règles simples pour guider les investisseurs. La première est la règle dite de votre âge en obligation. Selon cette approche, un investisseur de 30 ans détiendrait environ 30% d'obligations et 70% d'actions, tandis qu'un investisseur de 60 ans aurait une répartition inverse. Cette règle permet d'ajuster progressivement le risque à mesure que l'horizon de placement se raccourcit. La seconde approche consiste à choisir une allocation fixe, par exemple 60% d'actions et 40% d'obligations, en fonction de sa tolérance au risque, puis à s'y tenir dans le temps. Quelle que soit la méthode choisie, l'important est la cohérence et la discipline. Bogle introduit alors le concept clé de rééquilibrage. Le rééquilibrage consiste à ramener périodiquement le portefeuille à son allocation cible. Concrètement, cela signifie vendre une partie des actifs qui ont le plus monté et acheter ceux qui ont le plus baissé. Cette mécanique impose une discipline salutaire, vendre et acheter bas, sans émotion ni anticipation. Le message central de ce chapitre est clair. Avant de décorer la maison, il faut s'assurer que les fondations sont solides. Un portefeuille bien construit, simple et équilibré, est infiniment plus important que toute optimisation marginale. Dans le monde moderne, les portefeuilles Bogle et les fonds à date cible incarnent parfaitement cette philosophie. Ces derniers ajustent automatiquement l'allocation d'actifs au fil du temps, offrant une solution élégante et accessible à ceux qui souhaitent la simplicité maximale. Chapitre 13. Des conseils financiers qui valent vraiment leur prix. Bogle s'attaque ensuite à une question délicate. Le conseil financier vaut-il son prix? Sa réponse est nuancée, prudente et profondément honnête. Parfois oui, souvent non. Il critique sévèrement l'industrie du conseil à commission, dans laquelle de nombreux conseillers sont en réalité des vendeurs de produits financiers. Leur rémunération dépend des produits qu'ils placent, créant des conflits d'intérêts structurels. Dans ce modèle, la complexité est souvent encouragée, car elle justifie des frais plus élevés. Bogle reconnaît cependant qu'un bon conseiller indépendant peut apporter une valeur réelle, non pas en choisissant des actions ou en battant le marché, mais par deux apports essentiels. Le premier est la planification financière globale. Un conseiller compétent peut aider à structurer les objectifs, la retraite, la fiscalité, la transmission du patrimoine et la gestion des risques. Ce travail de fond peut éviter des erreurs coûteuses et apporter une grande clarté. Le second, et peut-être le plus important, est l'accompagnement comportemental. Le plus grand ennemi de l'investisseur est souvent lui-même. Un bon conseiller aide à résister à la panique, à l'euphorie et aux décisions impulsives qui détruisent la performance à long terme. Pour cette raison, Bogle recommande exclusivement des conseillers fiduciaires à honoraires fixes, rémunérés uniquement par leurs clients et légalement tenus d'agir dans leur intérêt. Toute autre forme de conseil doit être abordée avec une extrême prudence. Dans le monde moderne, les robo-advisors incarnent assez bien cette philosophie. Faible coût, diversification, discipline automatisée. À l'inverse, les influenceurs représentent un danger majeur car ils combinent conflits d'intérêts, simplification excessive et absence de responsabilité. Bogle résume ce chapitre par une idée simple. Le meilleur conseil consiste souvent à éviter les mauvaises décisions, plutôt qu'à chercher des coups d'éclat. Chapitre 14. Que faire lorsque le marché devient chaotique? Ce chapitre est un message d'encouragement, presque un discours de soutien. Bogle s'adresse ici à l'investisseur confronté à un krach effrayant, lorsque les certitudes s'effondrent et que la peur domine. Son conseil tient en 3 mots. Rester sur la voie. Les baisses de marché sont normales et inévitables. Elles ne signalent pas la fin du système. L'histoire montre qu'elles ont toujours été suivies de reprises, parfois rapides, parfois lentes, mais inéluctables. Le danger maximal survient lorsque la peur pousse à vendre au plus bas. C'est à ce moment précis que l'investisseur transforme une perte temporaire en perte définitive. Pour éviter ce piège, Bogle recommande une discipline stoïque. D'abord,
Ne regardez pas votre portefeuille sans cesse. L'observation constante amplifie l'anxiété sans apporter d'informations utiles. Ensuite, ignorez le bruit médiatique conçu pour dramatiser et capter l'attention. Puis, respectez votre plan, élaboré en période de calme et de rationalité. Enfin, si votre situation le permet, investissez davantage pendant la baisse. Pour l'investisseur patient, un marché baissier est un cadeau, une opportunité d'acheter des actifs de qualité à prix réduit. L'océan moderne est limpide. Le krach du Covid en 2020 a démontré cette vérité avec une clarté saisissante. Ceux qui sont restés calmes, disciplinés et investis ont été récompensés. Ceux qui ont paniqué ont souvent payé un prix élevé. Synthèse. À travers ces chapitres, Bogle construit une vision cohérente et profondément humaine de l'investissement. Il ne promet pas l'absence de volatilité, ni des rendements extraordinaires chaque année. Il offre quelque chose de plus précieux. Une méthode robuste pour traverser le temps, résister aux émotions et laisser l'arithmétique travailler en votre faveur. C'est cette simplicité disciplinée qui constitue, au final, la véritable sophistication. Chapitre 15. Les gagnants d'hier, les perdants de demain. Dans ce chapitre central, John Bogle approfondit l'un des principes les plus puissants, mais aussi les plus mal compris, de toute l'histoire des marchés financiers, la réversion vers la moyenne, qu'il qualifie sans détour de « loi de fer des marchés ». Ce principe simple, presque banal en apparence, est pourtant à l'origine de la majorité des erreurs commises par les investisseurs, particuliers comme professionnels. La réversion vers la moyenne repose sur une observation fondamentale. Ce qui surperforme de manière exceptionnelle sur une période donnée a une forte probabilité de revenir vers un niveau plus normal par la suite. À l'inverse, ce qui a fortement sous-performé peut connaître une amélioration relative. Cette dynamique n'est ni morale ni intentionnelle. Elle est mathématique, statistique et profondément ancrée dans le fonctionnement des systèmes complexes. Bogle insiste sur un point essentiel. La réversion vers la moyenne ne signifie pas que tout s'effondre ou que les gagnants deviennent automatiquement des perdants. Elle signifie que les performances extrêmes, qu'elles soient positives ou négatives, ont tendance à s'atténuer avec le temps. Plus une performance est exceptionnelle, plus la probabilité d'un retour vers la normale est élevée. La réversion vers la moyenne appliquée aux actions individuelles. Bogle commence par appliquer ce principe aux actions individuelles, car c'est là que l'illusion est la plus séduisante. Lorsqu'une entreprise connaît une croissance fulgurante, qu'elle dépasse largement les attentes et qu'elle devient la coqueluche des marchés, son cours de bourse intègre rapidement un scénario de perfection. Les valorisations grimpent, parfois à des niveaux extrêmes, car les investisseurs extrapolent le succès récent indéfiniment dans le futur. Le problème, explique Bogle, est que la perfection est rarement durable. Les entreprises évoluent dans des environnements concurrentiels. Les marges attirent la concurrence. Les innovations finissent par être imitées. La croissance ralentit naturellement à mesure que la taille augmente. Lorsque la réalité ne correspond plus aux attentes irréalistes intégrées dans le prix, la correction peut être brutale. Ainsi, de nombreuses actions dites « stars » d'une décennie deviennent décevantes dans la suivante. Non pas parce que l'entreprise disparaît nécessairement, mais parce que ses performances reviennent vers un rythme plus normal, insuffisant pour justifier des valorisations extrêmes. Le prix, et non l'entreprise, est alors le principal problème. La réversion vers la moyenne appliquée aux fonds d'investissement. Bogle étend ensuite cette analyse aux fonds d'investissement, un domaine où la réversion vers la moyenne est encore plus flagrante. Chaque année, les classements mettent en avant les fonds les plus performants. Les médias spécialisés les célèbrent. Les investisseurs affluent, attirés par des chiffres impressionnants et des graphiques flatteurs. Pourtant, les données montrent de façon répétée que les fonds gagnants d'une période donnée ont peu de chances de rester en tête sur la période suivante. Les raisons sont multiples: taille excessive, changement de conditions de marché, rotation des styles ou simple retour à la moyenne statistique. Bogle souligne une ironie cruelle. Les investisseurs ont tendance à acheter les fonds après leur période de surperformance, précisément au moment où leur potentiel relatif est le plus faible. Ils entrent tard, quand le succès est déjà largement intégré dans les prix, et sortent souvent après une phase de sous-performance, cristallisant ainsi le pire des scénarios. Ce comportement n'est pas le fruit de la naïveté, mais de la psychologie humaine. Nous sommes naturellement attirés par ce qui a bien fonctionné récemment. Nous extrapolons le passé récent vers l'avenir. Et c'est précisément cette tendance qui rend la réversion vers la moyenne si destructrice pour les rendements réels des investisseurs. La réversion vers la moyenne appliquée au marché global. Bogle applique enfin ce principe au marché dans son ensemble. Contrairement à une idée largement répandue, même les marchés globaux ne produisent pas des rendements constants d'une décennie à l'autre. L'histoire boursière est jalonnée de périodes exceptionnellement favorables, suivies de périodes plus médiocres.
Les décennies de forte performance sont souvent associées à une expansion des multiples de valorisation. Les investisseurs acceptent de payer de plus en plus cher pour 1 euro de bénéfice. Mais cette expansion ne peut pas durer indéfiniment. Lorsque les valorisations atteignent des niveaux élevés, les rendements futurs ont tendance à être plus faibles car une partie de la performance passée provenait de la spéculation et non de la croissance réelle des entreprises. À l'inverse, les décennies qui commencent avec des valorisations modestes et des rendements des dividendes plus élevés offrent souvent de meilleures perspectives à long terme. Là encore, le message de Bogle est clair. Les conditions de départ comptent énormément. L'erreur fatale, extrapoler le passé récent. À travers toutes ces applications, Bogle identifie l'erreur centrale de l'investisseur moyen, prolonger mentalement le passé récent. Nous voyons une tendance et nous supposons qu'elle va continuer. Nous confondons ce qui est exceptionnel avec ce qui est normal. Nous oublions que les marchés sont cycliques, adaptatifs et profondément influencés par le comportement humain. Cette erreur est amplifiée par les médias financiers, qui vivent de récits simples et percutants. Ils transforment des tendances temporaires en histoires durables. Ils créent des héros et des méchants, des secteurs d'avenir et des secteurs dépassés. Mais la réalité des marchés est bien plus nuancée et bien moins narrative. La solution de Bogle, l'indice total. Face à cette loi de fer, Bogle propose une solution à la fois radicale et élégante, détenir l'indice total. Plutôt que de tenter d'identifier les gagnants avant qu'ils ne deviennent perdants, il est bien plus rationnel de posséder l'ensemble du marché. Cette approche permet de capturer la croissance globale de l'économie sans dépendre du succès ou de l'échec d'un titre, d'un fonds ou d'un style particulier. L'indice total neutralise en grande partie l'impact de la réversion vers la moyenne. Lorsque certains segments surperforment puis ralentissent, d'autres prennent le relais. Le portefeuille évolue naturellement avec l'économie réelle, sans nécessité d'intervention constante ni de pari directionnel. Chapitre 16. Faut-il chercher des conseils pour choisir des fonds? Après avoir montré à quel point la sélection de gagnants est piégée par la réversion vers la moyenne, Bogle se penche sur une question logique. Si choisir des fonds est si difficile, pourquoi existe-t-il autant de services censés nous aider à le faire? Dans ce chapitre, il revient sur le thème du conseil financier, mais avec un angle très précis, les nombreux services et publications qui prétendent aider les investisseurs à sélectionner les fonds gagnants. Il s'agit notamment des magazines spécialisés, des newsletters, des classements annuels et du monde alors naissant à l'époque des outils de sélection de fonds en ligne. Une analyse fondée sur les données. Comme à son habitude, Bogle ne se contente pas d'opinion. Il examine les données. Il analyse les performances passées des fonds recommandés par ces services. Et sa conclusion est sans appel. Ces services sont médiocres. Les fonds mis en avant par les magazines populaires ou ceux qui obtiennent la fameuse note de 5 étoiles de Morningstar n'ont pas plus de chance que le hasard de surperformer à l'avenir. Pire encore, en raison de la réversion vers la moyenne, ces fonds sont souvent statistiquement prédisposés à une sous-performance future. Les classements récompensent le passé, pas l'avenir. Et le passé récent est précisément le terrain sur lequel la réversion vers la moyenne est la plus impitoyable. Le mythe du gestionnaire de gestionnaire. Bogle affirme que ces services ne fournissent pas de véritables conseils. Ils vendent une histoire. L'histoire selon laquelle vous, investisseur individuel, pourriez devenir un brillant gestionnaire de gestionnaire, capable d'identifier les meilleurs talents, d'entrer au bon moment et de sortir avant les autres. Cette idée est profondément séduisante. Elle flatte l'ego. Elle donne l'illusion du contrôle et de l'intelligence supérieure. Mais les données montrent qu'il s'agit d'une illusion. Le jeu de la sélection de fonds est tout aussi perdant que celui de la sélection d'actions, car il repose sur les mêmes biais cognitifs et les mêmes contraintes mathématiques. Une distraction dangereuse. Bogle conclut que ces services sont, au mieux, une distraction inutile et, au pire, un outil dangereux. Ils encouragent la chasse à la performance, l'un des comportements les plus destructeurs pour les rendements à long terme. Ils incitent à l'activité excessive, à la rotation constante et à l'abandon des stratégies simples et efficaces. Ils posent alors une question d'une simplicité désarmante. Si les données montrent clairement que la grande majorité des fonds sous-performent leur indice, pourquoi perdre du temps et de l'argent à chercher les rares exceptions? Pourquoi ne pas simplement acheter l'indice et passer à autre chose? Perspective moderne. À l'ère actuelle, le monde des conseils pour choisir des fonds a explosé. Ce que Bogle observait dans les magazines et les newsletters s'est démultiplié avec Internet et les réseaux sociaux. L'écosystème des influenceurs. Aujourd'hui, YouTube, TikTok et Twitter regorgent de gourous autoproclamés qui recommandent sans cesse la prochaine action phare, la prochaine crypto-affaire X100. C'est la version moderne et accélérée des newsletters que Bogle critiquait. Le modèle économique est identique, vendre le rêve de l'enrichissement facile.
Les résultats, pour ceux qui suivent ces conseils, sont souvent désastreux. Peu de responsabilité, beaucoup de bruit et une focalisation constante sur l'exceptionnel plutôt que sur le durable. L'engouement pour les ETF thématiques. Les médias financiers jouent également un rôle majeur dans la promotion des fonds à la mode, aujourd'hui souvent des ETF thématiques. Lorsque le fonds ARKK était en pleine ascension, il était présenté presque quotidiennement sur CNBC. Cette exposition constante a nourri le FOMO du public et attiré les investisseurs précisément au sommet. La leçon finale de Bogle. La leçon de Bogle est limpide. Il faut ignorer ce bruit. Cessez de chercher un gourou. Cessez de poursuivre des listes, tendances. Les données sont sans ambiguïté. Le succès en investissement ne vient pas de la recherche du gestionnaire idéal, mais de l'adoption d'une stratégie solide, simple et disciplinée. Et la meilleure, la plus éprouvée, consiste à détenir un fonds indiciel à faible coût et largement diversifié, puis à laisser le temps et l'arithmétique faire leur travail. C'est peut-être moins excitant, mais c'est infiniment plus efficace. Chapitre 17. Et si la retraite était encore très loin? Ce chapitre s'adresse directement aux jeunes investisseurs, à celles et ceux qui commencent à peine leur parcours financier et qui regardent l'avenir avec un mélange d'ambition, d'impatience et parfois d'anxiété. John Bogle comprend parfaitement leur état d'esprit. Il sait que, pour un esprit jeune, l'investissement indiciel peut sembler fade, lent, presque ennuyeux. Comparé aux promesses de gains rapides, aux récits de fortunes éclairs et aux innovations financières présentées comme révolutionnaires, sa philosophie paraît manquer de panache. Les jeunes disposent pourtant de deux atouts majeurs, le temps et la capacité à supporter le risque. Mais, selon Bogle, c'est précisément là que se produit une confusion dangereuse. Beaucoup assimilent le risque à la volatilité et considèrent que plus un investissement est instable, plus il est potentiellement rémunérateur. Ils confondent mouvement et opportunité, excitation et création de valeur. Ce chapitre existe pour corriger cette erreur fondamentale. Le message de Bogle est à la fois simple, puissant et profondément contre-intuitif. Pour un jeune investisseur en phase d'accumulation, un marché baissier n'est pas une menace, mais un cadeau immense. Cette affirmation va à l'encontre de l'instinct naturel, nourri par les médias et la peur collective. Pourtant, elle repose sur une logique implacable. Pour illustrer son propos, Bogle utilise un exemple volontairement simple. Imaginez deux investisseurs identiques en tout point. Ils gagnent le même salaire, investissent le même montant chaque mois et suivent une discipline rigoureuse. La seule différence entre eux réside dans l'environnement de marché qu'ils traversent. Le premier investisseur commence à investir pendant un marché haussier spectaculaire. Les prix montent presque sans interruption. Les nouvelles sont positives, les graphiques orientés à la hausse et l'optimisme règne. Chaque mois, ses investissements semblent immédiatement récompensés. Tout lui donne l'impression qu'il a fait les bons choix au bon moment. Le second investisseur, au contraire, débute dans un contexte beaucoup plus difficile. Le marché est instable, parfois sans direction claire. Les cours montent, puis chutent brutalement. Les crises se succèdent. À plusieurs reprises, son portefeuille subit des baisses importantes, parfois supérieures à 20 ou 30%. D'un point de vue émotionnel, l'expérience est bien plus éprouvante. Intuitivement, tout porte à croire que le premier investisseur finira avec un patrimoine bien supérieur. Pourtant, Bogle démontre que cette intuition est souvent fausse. Si les deux investissent régulièrement le même montant, le second investisseur peut, en réalité, accumuler davantage de richesses. Pourquoi? La réponse tient en un principe clé. Le nombre de parts achetées compte plus que le prix à court terme. Lorsque le marché baisse, l'investissement mensuel fixe permet d'acheter davantage de parts à des prix plus bas. Chaque euro investi devient plus puissant. Le jeune investisseur accumule silencieusement un stock de parts bien plus important que celui qui investit dans un marché constamment cher. Pour un jeune en phase d'accumulation, un krach boursier est une gigantesque promotion. C'est une liquidation générale des actifs productifs de l'économie. Là où beaucoup voient une catastrophe, l'investisseur discipliné voit une opportunité unique de renforcer ses positions à prix réduit. À l'inverse, un marché en hausse permanente constitue presque un désavantage. L'argent nouvellement investi achète de moins en moins de parts, ce qui freine la dynamique d'accumulation. Ce changement de perspective est l'un des apports les plus profonds de la pensée de Bogle. Il transforme radicalement la manière dont un jeune investisseur perçoit la volatilité. Au lieu de la craindre, il apprend à l'accepter, voire à l'accueillir. Une baisse de 20% ou 30% du marché n'est pas une preuve que le système est défaillant. C'est un événement normal, récurrent, inscrit dans l'histoire des marchés financiers. Bogle insiste sur le fait que la volatilité est le prix à payer pour obtenir des rendements supérieurs à long terme.
Elle n'est pas un bug du système, mais une caractéristique inhérente au marché. Chercher à l'éliminer totalement revient à renoncer au potentiel de croissance des actions. Cette vision est profondément libératrice. Elle permet aux jeunes investisseurs de sortir du cycle émotionnel de la peur et de l'euphorie. Elle lui offre une grille de lecture plus rationnelle, moins réactive et infiniment plus efficace sur le long terme. Bogle va encore plus loin en affirmant que le plus grand avantage d'un jeune investisseur n'est ni son intelligence, ni sa capacité à prendre des risques, ni sa connaissance des marchés, mais le temps. Le temps est l'ingrédient essentiel de la réussite financière. Il permet d'absorber les chocs, de traverser plusieurs cycles économiques et, surtout, de laisser les intérêts composés faire leur œuvre. Les intérêts composés agissent lentement, presque imperceptiblement au début, mais sur plusieurs décennies, leur effet devient spectaculaire. Pour que cette magie opère pleinement, deux conditions sont nécessaires: une exposition durable aux actifs productifs et la capacité à rester investi malgré les tempêtes. C'est pourquoi Bogle identifie la pire erreur qu'un jeune investisseur puisse commettre: paniquer lors d'un marché baissier et sortir du marché. En vendant au mauvais moment, l'investisseur transforme une perte temporaire en perte définitive. Il se prive non seulement de la reprise, mais aussi de la croissance future qui s'ensuit presque toujours. L'histoire des marchés financiers est sans ambiguïté. Chaque grande crise, krach de 1929, choc pétrolier, bulle Internet, crise financière de 2008, pandémie de 2020 a été suivie tôt ou tard par une reprise et de nouveaux sommets. Ceux qui sont restés investis ont été récompensés. Ceux qui ont cédé à la peur ont souvent cristallisé leurs pertes. Ce chapitre aborde également la psychologie de l'investissement progressif, souvent appelé investissement programmé ou dollar cost averaging. Sur le papier, la stratégie est simple: investir un montant fixe à intervalles réguliers, quelles que soient les conditions de marché. Mais dans la réalité, elle exige une grande discipline émotionnelle. Lorsque le marché chute pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, l'investisseur a l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres. Chaque nouvelle contribution semble aggraver la situation. C'est précisément dans ces moments que la logique de Bogle agit comme une boussole mentale. Elle rappelle que ces investissements réguliers permettent d'abaisser le prix moyen d'achat et de renforcer la position future. Bogle ne promet pas que cette approche soit confortable. Il reconnaît qu'elle va à l'encontre des instincts humains les plus profonds. Mais il souligne que l'investissement n'est pas censé être confortable à court terme. Il est censé être efficace à long terme. Perspective moderne. Dans le contexte actuel, cette leçon est peut-être la plus importante de tout le livre, en particulier pour les personnes engagées dans le mouvement FIRE ou pour les jeunes qui débutent aujourd'hui leur parcours d'investisseurs. Dans un monde obsédé par la rapidité, l'optimisation et les résultats immédiats, la philosophie de Bogle apparaît presque subversive. Le marché baissier de 2022 en est une illustration parfaite. L'effondrement des valeurs technologiques et des crypto-monnaies a été extrêmement douloureux pour les investisseurs proches de la retraite ou pour ceux qui avaient investi des sommes importantes au sommet du marché. Pour eux, la chute s'est traduite par une diminution immédiate du capital disponible. Mais pour un jeune de 25 ans investissant automatiquement 5 cents par mois dans un ETF global, la situation était radicalement différente. Chaque mois, ces 500 $ permettaient d'acheter davantage de parts que le mois précédent. Sans effort supplémentaire, sans décision héroïque, cet investisseur construisait une plus grande part de l'économie mondiale à des prix bien plus attractifs. Quelques années plus tard, lorsque le marché se redresse, ces parts supplémentaires deviennent le socle d'une croissance bien plus importante. Ce qui semblait être une période sombre se révèle, avec le recul, comme une phase d'accumulation exceptionnellement favorable. Ce chapitre renforce ainsi la discipline mentale nécessaire pour rester fidèle à une stratégie d'investissement régulier. Il apprend à transformer la peur en opportunité, l'inconfort en avantage stratégique. Il change la narration intérieure de l'investisseur, de victime des marchés à bénéficiaire de leur cycle. C'est pourquoi ce chapitre devrait être une lecture obligatoire pour toute personne de moins de 40 ans. Il ne se contente pas de transmettre une technique, il modifie en profondeur la perception des marchés baissiers. Il enseigne que la volatilité n'est pas l'ennemi du jeune investisseur, mais son allié. En fin de compte, ce chapitre offre une clé essentielle pour bâtir une richesse durable. Il rappelle que le succès financier ne repose pas sur la capacité à prédire l'avenir, mais sur la discipline à investir régulièrement, à rester investi et à laisser le temps travailler. Dans un monde incertain, c'est peut-être la leçon la plus précieuse de toutes. Chapitre 18. Même pour un technophobe, investir peut être simple. Dans ce chapitre, John Bogle livre ce qui ressemble à un dernier plaidoyer passionné en faveur de la simplicité.
Après avoir passé des centaines de pages à démonter les mythes de la finance moderne, à dénoncer les coûts cachés, les illusions de la gestion active et les pièges psychologiques qui guettent l'investisseur, il revient à l'essentiel. Son objectif est clair, rassurer. Bogle reconnaît sans détour que le monde de la finance peut sembler intimidant. Pour beaucoup, il ressemble à un univers réservé aux initiés, rempli de jargon obscur, de graphiques clignotants, de produits complexes et d'un flux incessant d'actualités contradictoires. Chaque jour apporte son lot de prévisions, d'alertes, de nouvelles opportunités et de raisons de s'inquiéter. Face à cette avalanche d'informations, l'investisseur ordinaire peut rapidement se sentir dépassé, voire paralysé. Mais c'est précisément ici que Bogle renverse la perspective. Il affirme que vous n'avez pas besoin de comprendre tout cela pour réussir. Mieux encore, dans bien des cas, moins vous y prêtez attention, meilleurs seront vos résultats. Cette idée peut sembler provocante, presque hérétique, dans une industrie qui valorise l'activité, la sophistication et l'expertise technique. Pourtant, les données lui donnent raison. Bogle rappelle que l'investissement n'est pas un concours d'intelligence, ni une course à la technologie la plus avancée. C'est avant tout un exercice de discipline, de patience et de bon sens. Les marchés financiers récompensent rarement ceux qui tentent d'anticiper chaque mouvement. Ils récompensent ceux qui mettent en place une stratégie simple, cohérente et durable, puis qui s'y tiennent. Pour rendre cette philosophie concrète et accessible à tous, Bogle propose un plan simple en 4 étapes, conçu pour accompagner un investisseur tout au long de sa vie. Ce plan ne nécessite ni compétences techniques avancées, ni suivi quotidien des marchés, ni décisions fréquentes. Il repose sur des principes éprouvés, soutenus par des décennies de données empiriques. Première étape, l'allocation d'actifs. La première décision et la plus importante consiste à déterminer votre répartition à long terme entre actions et obligations. Bogle insiste sur un point fondamental. Ce choix aura un impact bien plus important sur vos résultats à long terme que la sélection de titres individuels ou de fonds spécifiques. Les actions représentent le moteur de la croissance à long terme. Elles offrent un potentiel de rendement plus élevé, mais au prix d'une volatilité importante. Les obligations, quant à elles, apportent stabilité et prévisibilité. Elles amortissent les chocs, réduisent les fluctuations du portefeuille et procurent des revenus plus réguliers, mais avec un rendement espéré plus faible. La bonne allocation dépend essentiellement de 2 facteurs, votre âge et votre tolérance au risque. Un investisseur jeune, disposant de plusieurs décennies devant lui, peut généralement se permettre une forte exposition aux actions. Un investisseur plus âgé ou dépendant de son capital pour financer ses dépenses courantes aura intérêt à privilégier une part plus importante d'obligations. Bogle ne prétend pas qu'il existe une allocation parfaite pour tout le monde. Il encourage plutôt à choisir une répartition raisonnable, compatible avec votre capacité à rester investi même en période de forte baisse. Une allocation théoriquement optimale ne vaut rien si elle vous pousse à paniquer au pire moment. Deuxième étape, la diversification. La deuxième étape consiste à diversifier largement. Pour Bogle, la diversification n'est pas une sophistication inutile, mais une protection fondamentale contre l'incertitude. Plutôt que de tenter d'identifier les gagnants de demain, il est bien plus rationnel de détenir une petite part de l'ensemble du marché. Concrètement, cela signifie posséder un fonds indiciel action largement diversifié couvrant l'ensemble du marché boursier et un fonds indiciel obligataire tout aussi large. Cette approche permet de capter la croissance globale de l'économie sans dépendre du succès ou de l'échec d'une entreprise, d'un secteur ou d'un pays en particulier. Bogle rappelle que la diversification ne garantit pas l'absence de pertes à court terme, mais qu'elle augmente considérablement les chances de succès à long terme. Elle réduit le risque spécifique, lisse les performances et permet à l'investisseur de dormir plus sereinement. Troisième étape, réduire les coûts. La troisième étape est peut-être la plus sous-estimée, mais aussi l'une des plus puissantes. Réduire les coûts au minimum. Bogle revient ici à ces fameuses règles implacables de l'arithmétique modeste. Chaque euro payé en frais est un euro de moins qui travaille pour vous. Et, sur plusieurs décennies, cet écart devient colossal. Les fonds indiciels et les ETF à faible coût présentent un avantage décisif. Ils permettent de capter le rendement du marché avec des frais extrêmement bas. À l'inverse, les fonds gérés activement, les produits complexes et les stratégies sophistiquées accumulent des coûts qui grignotent silencieusement la performance. Bogle insiste sur le fait que les coûts sont l'un des rares éléments que l'investisseur peut contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les rendements futurs, les crises économiques ou les décisions des banques centrales. Mais vous pouvez choisir des produits simples, transparents et peu coûteux. Et ce choix, répété sur le long terme, fait une différence immense. Quatrième étape, restez fidèle au plan. La quatrième et dernière étape est la plus difficile à mettre en œuvre, mais aussi la plus cruciale. Restez fidèle au plan,
quelles que soient les circonstances. Cela signifie conserver votre allocation pendant les périodes d'euphorie comme pendant les crises. Cela signifie ne pas céder à la tentation de modifier constamment votre stratégie en fonction des nouvelles du jour. Bogle rappelle que les marchés traverseront inévitablement des phases de forte volatilité. Il y aura des cracks, des récessions, des périodes de stagnation prolongée. Ces événements ne sont pas des anomalies. Ils font partie du fonctionnement normal du système. La discipline consiste à accepter cette réalité et à continuer d'investir, ou au minimum à rester investi, même lorsque cela semble inconfortable. C'est cette capacité à ne rien faire au mauvais moment qui distingue l'investisseur gagnant de l'investisseur perdant. Bogle résume alors sa pensée avec une clarté désarmante. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Pas de 5e étape secrète. Pas de raccourci. Pas de formule magique. Cette stratégie est simple, puissante et solidement étayée par toutes les preuves accumulées au fil des décennies. Il avertit que chaque tentative de s'en écarter, sélectionner des actions individuelles, anticiper les mouvements du marché, courir après les fonds à la mode, vous fait glisser progressivement du jeu du gagnant vers le jeu du perdant. Plus la stratégie devient complexe, plus elle favorise les intermédiaires, les frais et les erreurs comportementales. Bogle conclut alors sur une phrase devenue emblématique. Le véritable secret de l'investissement est qu'il n'y a pas de secret. Il n'existe que la logique simple et implacable de la détention d'entreprises productives, de la réduction des coûts et de la puissance des intérêts composés sur le long terme. Perspective moderne. Dans le contexte actuel, marqué par une complexité croissante et une surabondance d'options, le plan en 4 étapes de Bogle apparaît comme un antidote salutaire. Il offre un cadre clair dans un environnement chaotique. Il permet à l'investisseur de reprendre le contrôle en se concentrant sur ce qui compte réellement. La philosophie Boglette contemporaine a affiné cette approche avec ce que l'on appelle le portefeuille à 3 fonds. Un fonds d'action américaine, un fonds d'action international et un fonds obligataire. Mis en place à l'aide de 3 ETF à faible coût, ce portefeuille peut être géré en moins d'1 heure par an, tout en surperformant, sur le long terme, la majorité des professionnels de la finance. Cette simplicité contraste fortement avec l'agitation permanente de certains acteurs des marchés modernes. D'un côté, des traders tentent de grappiller quelques centimes sur les marchés des crypto-monnaies, soumis à un stress constant et à des risques extrêmes. De l'autre, des investisseurs amateurs accumulent des dizaines, voire des centaines d'actions même et de paris spéculatifs, souvent sans stratégie cohérente. Ils jouent un jeu complexe, épuisant et, statistiquement, perdant. L'investisseur Boglehead, lui, joue un jeu simple, serein et gagnant. Ce chapitre est, au fond, une invitation à assumer le caractère ennuyeux de l'investissement. Construire de la richesse ne doit pas être excitant. Ce n'est pas un spectacle. C'est un processus lent, régulier et prévisible. En acceptant cette réalité, l'investisseur se libère de l'anxiété, du bruit et des coûts inutiles. En adoptant ce plan simple et pragmatique, vous vous éloignez du casino de Wall Street. Vous cessez de confondre investissement et divertissement. Et vous pouvez enfin consacrer votre énergie à ce qui compte vraiment dans la vie, avec la tranquillité d'esprit que procure une stratégie financière solide, cohérente et durable. Chapitre 19. Le passé annonce-t-il l'avenir ou pas? Dans cet avant-dernier chapitre, John Bogle adopte un ton plus réfléchi, presque contemplatif. Après avoir passé l'essentiel du livre à déconstruire les mythes de la gestion active, à dénoncer les coûts excessifs et à défendre la simplicité de l'indexation, il prend un pas de recul. Il se tourne vers l'histoire longue des marchés financiers et pose une question fondamentale que tout investisseur sérieux finit par se poser. Que pouvons-nous réellement attendre du futur? Le titre du chapitre joue volontairement avec l'une des phrases les plus célèbres et les plus mal comprises du monde financier. Les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Bogle ne conteste pas cette affirmation. Au contraire, il y souscrit pleinement. Mais, fidèle à son approche nuancée, il y ajoute une précision cruciale. Tout dépend de quel type de performance on parle et sur quel horizon temporel. Bogle commence par établir une distinction essentielle entre 2 types de rendements, les rendements spéculatifs à court terme et les rendements fondamentaux à long terme. Les premiers sont dominés par les émotions, les récits, les flux de capitaux et les variations de valorisation. Ils sont chaotiques, imprévisibles et souvent déconnectés de la réalité économique. Les seconds, en revanche, reposent sur des bases beaucoup plus solides. Les bénéfices des entreprises, les dividendes qu'elles versent et leur capacité à croître avec l'économie réelle. À court terme, explique Bogle, le marché est un système complexe dominé par la psychologie humaine. Les investisseurs votent avec leurs émotions, peur, avidité, espoir, panique. Dans cet environnement, tenter de prévoir les rendements est une illusion.
Même les professionnels les plus sophistiqués échouent régulièrement. Les chocs exogènes, les changements de politique monétaire, les crises géopolitiques ou sanitaires rendent toute prévision précise impossible. Mais à long terme, le paysage change radicalement. Les émotions s'estompent, les excès se corrigent. Et ce qui reste, ce sont les fondamentaux économiques. C'est ici que Bogle introduit, une fois encore, sa formule centrale simple, presque triviale, mais redoutablement efficace. Rendement à long terme égale rendement initial des dividendes plus croissance future des bénéfices. Cette équation, insiste-t-il, n'a rien de magique. Elle ne promet pas de précision absolue, mais elle fournit un cadre rationnel pour penser le futur sans se perdre dans les fantasmes. À un moment donné, nous connaissons toujours le rendement des dividendes du marché. C'est un chiffre observable, mesurable, incontestable. Il représente le revenu immédiat que les entreprises versent aux actionnaires. Quant à la croissance future des bénéfices, elle est évidemment incertaine, mais elle n'est pas totalement arbitraire. Sur de longues périodes, cette croissance a montré une remarquable stabilité, car elle est étroitement liée à la croissance économique globale, productivité, innovation, démographie, capital humain. Ces forces évoluent lentement et rarement de manière radicale. En combinant ces deux éléments, il devient possible de formuler une attente raisonnable du rendement moyen annuel du marché sur la prochaine décennie. Pas une promesse, pas une garantie, mais une estimation cohérente fondée sur l'arithmétique plutôt que sur l'optimisme aveugle. Bogle utilise cette approche pour revisiter certaines périodes emblématiques de l'histoire boursière récente. Il montre ainsi pourquoi les rendements extraordinaires des années 1990 n'étaient pas durables. À l'époque, le rendement des dividendes était historiquement bas, tandis que les valorisations, mesurées notamment par les ratios coûts-bénéfices, étaient exceptionnellement élevées. Une grande partie des rendements provenaient non pas de la croissance des entreprises, mais de l'expansion des multiples, autrement dit de la spéculation. À l'inverse, au début des années 2010, les conditions de départ étaient bien différentes. Après l'éclatement de la bulle technologique et la crise financière de 2008, les valorisations étaient plus modérées et les rendements des dividendes plus élevés. Sans surprise, la décennie qui a suivi a offert des rendements solides, largement expliqués par les fondamentaux. Le message de Bogle est clair, les rendements futurs sont fortement influencés par les conditions initiales. Ignorer ces conditions, c'est se condamner à des attentes irréalistes, et ces attentes irréalistes conduisent presque toujours à de mauvaises décisions. Cependant, Bogle insiste sur un point crucial, son objectif n'est absolument pas d'encourager le market timing. Il ne s'agit pas de dire quand acheter ou quand vendre. Il s'agit de calibrer ses attentes, de construire des plans financiers basés sur des hypothèses prudentes et cohérentes avec la réalité mathématique. Si la formule suggère qu'un rendement annuel de 5% est plausible pour la décennie à venir, alors bâtir un plan reposant sur 12% ou 15% relève de l'irresponsabilité. Ce décalage entre attente et réalité est l'une des principales sources de déception, de frustration, finalement d'échec financier. Bogle conclut cette analyse par un message volontairement équilibré. Il refuse le pessimisme excessif tout autant que l'optimisme naïf. À court terme, rappelle-t-il, le marché est une machine à voter. Il reflète les émotions collectives, les récits dominants, les peurs et les espoirs du moment. Mais à long terme, il devient une machine à peser. Il mesure la valeur réelle créée par les entreprises. Tant que l'on croit au progrès technologique, à l'esprit d'entreprise, à l'amélioration de la productivité et à la croissance économique globale, il existe de solides raisons d'être optimiste à long terme. Le moteur fondamental des marchés, la croissance des bénéfices, est toujours bien présent. Les entreprises continuent d'innover, de produire, de résoudre des problèmes et de créer de la valeur. Perspective moderne. Dans le monde contemporain, saturé de prévisions, de scénarios catastrophes et de promesses extravagantes, le modèle simple de Bogle apparaît comme un antidote puissant. Il permet de faire abstraction du bruit et de ramener l'investisseur à l'essentiel. Prenons l'exemple du début des années 2020. Un investisseur attentif aurait pu appliquer la formule de Bogle à la situation de 2022. Le rendement des dividendes du S&P 500 était extrêmement faible, autour de 1,3%. Les valorisations étaient historiquement élevées. Le modèle aurait logiquement suggéré une décennie de rendement modeste, avec une probabilité accrue de correction. Le marché baissier de 2022 n'a pas été une surprise au sens mathématique du terme. Il a simplement marqué le début d'un ajustement vers des rendements plus conformes aux fondamentaux. Ceux qui avaient construit leurs attentes de manière réaliste ont été mieux préparés psychologiquement et stratégiquement. Cette approche constitue également une réponse claire aux excès du monde des crypto-monnaies et des actions mêmes.
Dans ces univers, les récits dominants promettent souvent des gains spectaculaires en très peu de temps. Mais ces promesses reposent rarement sur des flux de trésorerie, des bénéfices ou une création de valeur durable. Bogue nous rappelle une vérité essentielle. Les rendements durables proviennent d'entreprises réelles. Ils nécessitent du temps, de la patience et une discipline constante. Il n'existe pas de raccourci fiable vers la richesse. Leçon essentielle. Ce chapitre nous enseigne une posture intellectuelle rare et précieuse. Être optimiste sur le long terme, mais réaliste à court terme. Croire à l'avenir de l'économie mondiale, oui. Mais refuser de suspendre son jugement mathématique à chaque nouvelle promesse de rendement exceptionnel. Bogue nous invite à remplacer les illusions par des attentes raisonnables, la spéculation par la discipline et l'excitation par la compréhension. Il ne promet pas l'absence de volatilité, ni des rendements spectaculaires chaque année. Il promet quelque chose de plus important, une stratégie cohérente avec la réalité, capable de résister au temps. Dans un monde obsédé par la prévision et la performance instantanée, ce message est à la fois humble et profondément révolutionnaire. Chapitre 20. Les règles implacables de l'arithmétique modeste. Dans ce dernier chapitre, John Bogle livre son plaidoyer final. Ce n'est pas une conclusion technique, ni un simple résumé de concepts financiers. C'est une prise de position morale, intellectuelle et profondément humaine. Un message forgé par des décennies d'observation des marchés, de confrontation avec Wall Street et de défense obstinée d'une idée simple que beaucoup ont longtemps refusé d'entendre. Une idée qui, aujourd'hui, paraît presque évidente. En investissement, la simplicité, la discipline et l'humilité battent la complexité, l'ego et la spéculation. Bogle revient une dernière fois sur ce qu'il appelait les règles implacables de l'arithmétique modeste. Elles ne sont ni élégantes ni spectaculaires. Elles ne promettent pas de richesse rapide. Mais elles sont inévitables. Elles s'appliquent à tous, sans exception, et finissent toujours par s'imposer. Ignorer ces règles, c'est tenter de nier les lois de la gravité financière. Il commence par rappeler la vérité la plus inconfortable de toutes. Le marché boursier est un jeu perdant pour l'investisseur actif moyen. Non pas parce que les professionnels manquent d'intelligence ou de moyens, mais parce que le système est structurellement défavorable. Avant frais, la gestion active est un jeu à somme nulle. Ce que l'un gagne, un autre le perd. Après frais, commission, coûts de transaction, impôts, marketing, rotation excessive, elle devient un jeu à somme négative. Collectivement, les investisseurs actifs ne peuvent que sous-performer le marché qu'ils composent. Cette réalité mathématique, Bogle l'a répétée toute sa vie. Elle a été contestée, ridiculisée, ignorée. Pourtant, elle n'a jamais cessé d'être confirmée par les données. Année après année, décennie après décennie, la majorité des gestionnaires actifs échouent à battre leur indice de référence sur le long terme. Non par manque de talent, mais à cause de l'arithmétique elle-même. De cette vérité découle naturellement la seconde. La quête du gestionnaire exceptionnel est une illusion. Les investisseurs passent un temps considérable à analyser les performances passées, à comparer des classements, à chercher le prochain génie de la gestion. Mais Bogle démontre que cette quête repose sur une erreur fondamentale, confondre chance et compétences durables. Les gestionnaires qui surperforment pendant un temps donné sont souvent le produit de circonstances favorables, de styles momentanément à la mode ou de paris qui ont fonctionné par hasard. Le problème est que ces performances exceptionnelles attirent des capitaux, modifient les conditions de gestion, surtout se heurtent à la loi du retour à la moyenne. Ce qui est extraordinairement bon temps, avec le temps, à redevenir ordinaire. Poursuivre les performances passées, explique Bogle, revient à conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. C'est non seulement inefficace, mais dangereux. La majorité des investisseurs qui tentent ce jeu entrent trop tard, paient trop cher et sortent trop tôt. Face à ces constats sévères, Bogle propose une solution qui détonne par sa simplicité. Posséder l'ensemble du marché, à faible coût, et le conserver toute sa vie. Un fonds indiciel large, diversifié, peu coûteux, pas de sélection de titres, pas de rotation incessante, pas de paris sectoriels. Juste la capture patiente et disciplinée du rendement global de l'économie. C'est cela, pour Bogle, le jeu du gagnant. Non pas gagner contre les autres, mais gagner avec le marché. Accepter le rendement moyen, mais en conserver la plus grande part possible en minimisant les coûts et les erreurs comportementales. Mais Bogle ne se contente pas d'expliquer. Il exhorte. Dans les dernières pages, son ton devient presque militant. Il appelle le lecteur à agir, à ne pas seulement comprendre intellectuellement ses idées, mais à les appliquer dans sa propre vie, à avoir le courage d'être différent dans un monde obsédé par la nouveauté, la performance instantanée et l'illusion de contrôle. Être différent, pour Bogle, signifie résister aux sirènes du marketing financier,
Refuser les promesses trop belles pour être vraies. Choisir la discipline plutôt que l'excitation. Le bon sens plutôt que la sophistication artificielle. Cette conclusion est puissante parce qu'elle révèle la véritable nature du livre. Ce n'est pas seulement un guide d'investissement. C'est un manifeste, un plaidoyer pour une finance plus rationnelle, plus équitable et plus respectueuse des investisseurs ordinaires. Le dernier cadeau de Jacques Bogle à l'épargnant individuel, un héritage intellectuel capable de transformer des vies, portefeuille après portefeuille. Perspective moderne. Le message final de Bogle n'a jamais été aussi pertinent. Nous vivons dans une époque de bruit financier permanent. Informations en continu, réseaux sociaux, notifications, influenceurs, produits de plus en plus complexes. Tout concourt à donner l'impression que l'investissement doit être actif, sophistiqué et constamment optimisé. Dans ce chaos, la philosophie de Bogle agit comme un contrepoids radical. Elle rappelle que la complexité est souvent un masque pour justifier des coûts plus élevés, que l'activité n'est pas synonyme d'intelligence, et que le temps, combiné à la discipline, reste l'arme la plus puissante de l'investisseur. Le succès du mouvement FIRE, l'essor mondial de la communauté Boglède et les milliers de milliards investis dans les fonds indiciels témoignent de la force durable de ses idées. Jacques Bogle est décédé en 2019, mais sa révolution ne fait que commencer. Chaque nouvel investisseur qui choisit la simplicité plutôt que la spéculation en est la preuve vivante. Ce chapitre nous rappelle une vérité essentielle. La force la plus puissante en finance n'est ni un algorithme sophistiqué, ni un génie des marchés, mais l'arithmétique modeste, patiente et invincible. Contexte moderne. Que dirait Jacques Bogle aujourd'hui? S'il pouvait observer le monde financier actuel, Bogle éprouverait sans doute un mélange complexe de fierté et d'inquiétude. Fierté de voir son idée autrefois moquée devenir la norme pour des millions d'investisseurs. Inquiétude face aux nouvelles formes que prend le jeu perdant. La folie de Bogle, devenue triomphe. Bogle se réjouirait des sommes colossales investies dans les fonds indiciels à faible coût. Ce qui était autrefois considéré comme naïf est devenu la solution rationnelle par excellence. Le succès du mouvement FIRE lui apparaîtrait comme une application directe de ces principes. Épargne, discipline, indexation, temps. Il observerait également les rapports Spiva, montrant année après année la sous-performance persistante de la gestion active et constaterait que l'arithmétique, une fois de plus, eut le dernier mot, le nouveau casino. Mais il serait profondément alarmé par la transformation d'une partie des marchés en casino numérique. La gamification de la spéculation, incarnée par certaines applications de trading, lui semblerait dangereuse. Confetti virtuel, trading gratuit, accès instantané à des produits complexes. Tout est conçu pour encourager l'activité, pas la réussite à long terme. Les actions mêmes et les foules numériques lui apparaîtraient comme une illusion collective, nourrie par la cupidité, le FOMO et les chambres d'écho des réseaux sociaux. Un éloignement total de la fonction première du marché, financer l'économie réelle. Quant au paradoxe des ETF, il serait partagé. Fier de voir les ETF indiciels démocratiser l'investissement à faible coût, mais inquiet de la prolifération de produits thématiques, à effet de levier ou inverse, qui transforment un outil vertueux en instrument spéculatif. Crypto-monnaie, la spéculation ultime. Sur les crypto-monnaies, le verdict de Bogle serait sans appel. Pour lui, un investissement est une créance sur des flux de trésorerie futurs. Une action produit des bénéfices. Une obligation verse des intérêts. Le Bitcoin, lui, ne génère rien. Il ne produit pas. Il ne distribue pas. Il ne crée pas de flux. Sa valeur repose uniquement sur l'espoir qu'un autre paiera plus cher demain. Bogle conclurait qu'il ne s'agit pas d'un investissement, mais d'une pure spéculation, comparable à la tulipomanie du XVIIe siècle. 10 règles intemporelles du bon sens financier. Pour conclure, Bogle laisserait ces règles simples, mais puissantes. Possédez le marché entier. Réduisez les coûts sans compromis. Le temps bat le timing. L'allocation d'actifs est déterminante. Le retour à la moyenne est inévitable. Investir doit être ennuyeux. L'industrie financière cherche votre argent. Restez discipliné. La simplicité est supérieure. Les entreprises créent de la valeur. Ce sont ces règles, simples et implacables, qui constituent l'héritage durable de John Bogle. Et c'est en les appliquant, patiemment et humblement, que l'investisseur ordinaire peut accomplir quelque chose d'extraordinaire.